Bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue dans Drive & Kick, Hugo Olgado derrière le microphone. Je suis ravi de vous retrouver une semaine de plus, comme tous les mercredis, sur la chaîne YouTube de l'analyste ou sur les plateformes de stream, où que vous soyez, que ce soit dans la voiture, dans les bouchons, dans le métro, ou alors tout simplement à la maison tranquillou avec un bon chocolat chaud. J'espère que vous avez passé une excellente semaine depuis mercredi dernier. Voilà, il y a eu pas mal de trucs là en basket, on a eu le MLKD notamment. Plein de choses à raconter. De quoi on va parler aujourd'hui, les amis? Je sais pas si vous l'avez vu, mais du côté des Nets, il y a un peu de merdier, donc on va un peu reparler des Nets, puisque monsieur Kevin Durant s'est blessé récemment, et donc il y a plein de questions à se poser, beaucoup de questions à se poser, et donc on va se pencher sur le sujet aujourd'hui. Avant de commencer, les amis, je vous invite à nous rejoindre un peu partout sur les réseaux sociaux. Les trucs s'affichent juste en dessous, c'est l'analyste FR tout attaché, et bien évidemment pensez à aller checker un peu le site pour ceux qui aiment lire des articles, des bons articles, et voilà, comme d'habitude je salue un peu les amis de la rédaction qui font un travail phénoménal. Du coup, de quoi on parle aujourd'hui, les amis, spécialement? Comme je vous l'ai dit, du côté des Nets, là c'est compliqué, oui et non, mais en tout cas il y a eu des mauvaises nouvelles, on va dire, et donc voilà, il y a plein de questions à se poser. L'absence de Kevin Durant est prévue pour du coup 4 à 6 semaines. Blessure je rappelle, au genou. Et donc, du côté des Nets, je serais très étonné qu'on prenne des risques. Et donc, je vais partir du principe que ce sera 6 semaines d'absence pour tout ce que je vais raconter par la suite dans cette émission. Et vraiment, d'un point de vue purement personnel, je pars du principe que les Nets vont vraiment prendre 6 semaines. S'ils ont dit 4 à 6 semaines, voilà, je pense que t'as aucun risque à prendre du côté des Nets, surtout avec monsieur Kevin Durant. Donc le retour est prévu autour du 27 février, en comptant 6 semaines, hein, encore une fois. Au passage, une fois de plus, pas de All-Star Game pour KD. L'année dernière, on se souvient, il était capitaine, je crois. Il avait fait la draft, etc. Et au final, il avait été absent. Donc, il y a d'autres garçons qui avaient pris son spot. Pareil à l'Ouest, etc. Bon, tous les ans, il y a un peu des blessures. Et donc, il y a des garçons qui prennent les spots. Donc, pour revenir un peu à la blessure... en plus de rien risquer, je pense vraiment que ils n'ont pas vraiment besoin de risquer, en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu avais Kevin Durant et des plots de circulation autour. Donc, je pense que ça va y aller pour le côté safe du côté de Brooklyn. J'aimerais commencer quand même, avant d'aborder un peu la suite. J'ai vu une stat que j'ai trouvée assez folle récemment à propos des Nets. Avant la victoire contre les Bulls, donc depuis ça a forcément changé, mais avant la victoire contre les Bulls, très récemment, là il me semble que c'était le 13, donc bon, c'était là dans la semaine, quoi, en gros. Les Nets étaient la pire équipe avec OKC et Orlando. Donc déjà la phrase, on est en train de mettre les Nets, super team, etc., Kyrie, KD, machin, truc, dans le même panier qu'OKC et Orlando. OKC, ils sont 27e et Orlando, ils sont 30e au classement de la ligue. Donc c'est vraiment les pires équipes possibles. Et donc ils font partie des équipes avec OKC et Orlando avec le pire bilan en fait contre les équipes qui ont 60% de win rate ou plus. En tout cas ça c'était le cas avant la victoire contre les Bulls. Depuis forcément ça a changé, mais en tout cas avant cette victoire face à Chicago, ils étaient à 0 win pour 8 défaites, avec 14 points par match d'écart en moyenne face aux équipes qui avaient 60% de win rate ou plus au moment des rencontres. C'est quand même assez fou. C'est assez fou. On parle d'une équipe. Alors oui, Kyrie vient à peine de revenir et tout, mais t'as quand même Kevin Durant, t'as James Harden, pardon, t'as Steve Nash, etc. Et ça m'a vraiment étonné. J'ai vu ça, je crois, sur ESPN ou je ne sais où. Ça m'a vraiment fait... J'ai tout de suite noté parce que je me suis dit, waouh, quand même, quoi. Pire équipe avec OKC et Orlando a pas gagné de match face aux équipes parce que vraiment, ils étaient en 0-8, quoi. C'est-à-dire 0 victoire pour 8 défaites face à une équipe à 60% de win rate ou plus. Revenons un peu du coup sur KD. 4 à 6 semaines, comme je le disais, d'absence. Je pense qu'ils vont prendre aucun risque, etc. D'ici là,
en partant du principe que le retour sera autour du 27 février, les Nets ont 19 matchs à jouer et Kyrie Irving va être dispo pour 12 matchs. C'est du pain béni. Enfin, je veux dire, ça pouvait pas, entre guillemets, dans leur malheur, la blessure de KD ne pouvait pas tomber au meilleur moment que maintenant. Kyrie est en train de revenir et voilà, 12 matchs sur 19, c'est quand même beaucoup. Ça fait 63% des matchs où tu vas pouvoir compter sur Kyrie en l'absence de KD qui sera en train de se rétablir de sa blessure au genou. C'est un peu quand même un petit alignement des planètes pour les Nets, je trouve. Et donc, sur ces 12 matchs où tu vas pouvoir compter sur monsieur Kyrie Irving, les Nets vont devoir affronter les Warriors, Phoenix, Utah, Denver, Miami, Milwaukee. Donc sur 12 matchs, tu joues 6 matchs contre des équipes très sérieuses. Très très sérieuses. Voilà, je pense que toutes les équipes que je viens de citer, c'est le haut du panier. C'est vraiment que des équipes qui pour l'instant sont qualifiées en play-off et même vraiment des équipes qui sont très très haut dans leur conférence. Au sujet de la vaccination, Kyrie Irving, il a été hyper clair en conférence de presse. C'était, je crois, après le match contre les Cavs, match dans lequel il est à 27 points, 7 rebonds, 9 passes, 52% au tir et 50% à 3 points, quelque chose comme ça. Donc un petit match de Kyrie Irving. Et donc au sujet de la vaccination, en conférence de presse, il a dit, ouvrez les guillemets, il faudra faire avec, je reste fermement sur ma position, c'est comme ça. Fermez les guillemets. Kyrie Irving a intérêt à être performant sur ces 12 matchs sans Kevin Durant. Particulièrement sur les 6 matchs contre les top teams que je viens de citer. Warriors, Milwaukee, etc. C'était très grosses équipes. Donc Kyrie a intérêt à être performant parce que y a beaucoup de shitstorm autour des Nets en ce moment. Plus ou moins justifié. Ce qui est sûr, c'est que c'est réel. Et que là, t'as pas KD, et je sais pas, moi j'ai encore vraiment du mal. On est en année 3 du projet, et j'ai encore vraiment du mal à me positionner sur les Nets en fait. Parce qu'on a jamais vraiment eu trop la chance de voir le Big Three jouer ensemble, etc. Là, il y a le côté Kyrie Irving à mi-temps, ce qui est une première dans l'histoire du sport. Et donc voilà. Donc comme je le disais, ils ont beaucoup de chances de pouvoir compter sur Kyrie pour 12 matchs sur 19 quand même. Et d'ailleurs, je crois que j'avais compté, si Kevin Durant revient vraiment seulement après 4 semaines, ils ont genre, je crois, sur 12 matchs ou... Enfin, un peu moins, mais en gros, le ratio est encore plus impressionnant où Kyrie peut être là. Donc ils ont vraiment beaucoup de chance. Pour les 7 matchs à domicile sans Kyrie Irving, tu vas affronter notamment les Lakers et Denver. Alors pourquoi je mets les Lakers dans les équipes sérieuses que tu vas affronter ? Oui, en ce moment ils sont vraiment pas ouf. Moi-même fan des Lakers, j'ai un peu le démon de ce qui se passe en ce moment. Mais justement le retour d'Anthony Davis qui peut changer quand même pas mal de choses du côté des Lakers, et bien le retour de AD est prévu pour fin janvier. Donc le match, je crois que c'est le 26 janvier, le match au Staples Center, enfin à crypto.com Arena, donc à Los Angeles contre les Lakers, c'est le 26 janvier il me semble. Donc potentiellement tu vas jouer des Lakers quand même beaucoup plus sérieux et beaucoup plus forts que ce qu'ils ne sont actuellement. Donc sur les 7 matchs, c'est les matchs à domicile, donc c'est pas à la crypto, mais voilà, vous avez compris. Donc Lakers et Denver. Donc quand même, mine de rien, sur ce span de 19 matchs, tu as 8 matchs où tu dois affronter des très grosses équipes, et dont, sur ces 8 matchs, tu as quand même 6 matchs où tu peux compter sur Kyrie. Vraiment, je le répète, mais ils ont énormément de chances que ça se passe comme ça. Parce que... Puis je veux dire, c'est pas comme si Harden il était en train de faire sa meilleure saison quoi, en carrière. Donc il est, je trouve, loin de son potentiel. Voilà, il y a toujours cette espèce de nonchalance, cette espèce de... On a l'impression qu'il est hors de forme ou qu'il a pas envie. Enfin, c'est vraiment bizarre, mais en tout cas, c'est comme ça. Et je trouve du coup que dans leur malheur, ils ont un peu de chance. J'ai fait un sondage sur Twitter qui va s'afficher juste maintenant sur votre écran. Et en gros, la question que je vous ai posée, c'est selon vous, les Nets sans Kevin Durant sont-ils capables de maintenir leur niveau jusqu'à son retour ? D'ici là, les Nets, comme je le disais, ont 19 matchs à jouer, dont 12 en la présence de Kyrie Irving. Et je trouve ça quand même assez ouf. Les résultats du sondage donnent 46% pour oui et 54% pour non. C'est-à-dire que vous êtes en majorité
vous êtes une majorité à penser que non, les Nets vont être incapables de maintenir leur niveau de performance, de résultats, etc. Même en sachant que tu vas pouvoir compter sur Kyrie Irving pour 12 matchs sur 19. C'est quand même assez fou. Bon, j'ai fait le sondage sur Twitter, donc je pouvais pas faire un tweet long comme le bras pour expliquer que tu jouais des top teams, etc. et qu'à domicile c'était un peu plus chill. Même si ça avait les Lakers et Denver, mais voilà, potentiellement les Lakers c'est pas si fou que ça, etc. Bref. Vous êtes quand même en majorité 54% à dire non. Je pense que les Nets vont être moins performants, ils vont gagner moins de matchs. Moi, je vous avoue que je suis un peu plus... peut-être indécis, mais en tout cas, je pencherais plutôt du côté du oui. Parce que quand même, Kyrie Irving, c'est pas non plus comme si c'était... Tony Snell, enfin, beaucoup de respect pour Tony Snell, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un top joueur qui est hyper fort, qui est capable de faire énormément de choses sur un terrain et d'apporter plein de trucs. Là, je veux dire, les stats que je vous ai donnés sur le match contre Cleveland, et le mec il est en 27-7-9, à 52% au tir, à 50% à 3 points. Alors que Cleveland est une... Peut-être pas une top team, c'est peut-être pas le bon mot, mais Cleveland est une équipe sérieuse. Cleveland est une équipe qui a de plus en plus de prétentions, qui a un fond de jeu, qui joue bien, ils ont des bons joueurs, ça se passe bien, le groupe vit bien, etc. Donc il lâche quand même ce genre de perf contre des équipes comme ça, et surtout que les Cavs, il me semble que au niveau des ratings, c'est quand même pas tout mal. Je vais vous donner ça à l'instant. Hop, NBA Advanced Stats, Defensive Rating, Cavs, ils sont 3e au Defensive Rating, les Cavs. Et Kyrie fait ce genre de perf alors qu'il joue quasiment pas depuis l'invention de l'eau chaude. Donc, comme voilà. Moi, je suis un peu plus mitigé que vous, voire plutôt du côté du oui, mais pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une tendance qui est quand même... On est quand même proche du 50-50 dans le sondage. Et c'est quand même assez, je trouve, représentatif de ce qui se passe à Brooklyn. De manière générale, je veux dire. C'est-à-dire que t'as une équipe qui est archi forte, mais en même temps, difficile de se projeter dessus. Ouais, ils sont quand même trop forts, les individualités vont primer, ça va le faire. Ça, c'est l'option 1, je schématise. Et l'option 2, c'est ah ouais, mais il n'y a pas de continuité. C'est, comme je le disais, on est en année 3 du projet KD. Et on a l'impression de jamais avoir eu l'occasion de vraiment voir les trois jouer ensemble, pardon. Donc Kyrie, KD, Harden. Voilà, c'est trop compliqué, tu peux pas gagner. Donc il y a vraiment ces deux lectures. Il y a les lectures, bien sûr, avec un peu plus de nuances de gris, c'est pas tout noir ou tout blanc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pensais qu'on serait beaucoup plus sur un 75-25 ou 60-40 plus que sur ce genre de résultat, mais pourquoi pas. En tout cas 50-50 quasiment, donc 46% oui, 54% non. Le prochain point du coup que je voulais aussi aborder avec vous, c'est le fait que les Nets sont une des équipes qui, un peu comme les Lakers, même carrément comme les Lakers, ils ont 3 équipes ultra payées, et le reste, bah voilà, plein de petits joueurs un peu cumulés comme ça. Voilà, les 3 joueurs, KD, Kyrie, Harden, je vous apprends rien, mais c'est un peu le même modèle que du côté de LA. Et donc, la question que je voulais aborder, c'est que tu n'as pas trop de possibilités de trade avant la deadline. Est-ce que les Nets en ont envie ? On peut se poser la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être compliqué. La deadline, d'ailleurs, je rappelle, c'est le 10 février. D'ailleurs, restez un peu dans les parages. Une fois de plus, venez nous rejoindre un peu sur les réseaux, sur Twitter, etc. Il est possible qu'on fasse des petits trucs en live, on sait pas encore quoi, mais voilà, peut-être un Twitter Space, ou un Twitter Space dans lequel vous pourrez participer, notamment si vous en avez envie, peut-être un petit live tweet, etc. Un petit live Twitch, etc. On sait pas vraiment encore, mais voilà, soyez dans les parages. Du coup, trade deadline le 10 février. T'as ces 3 contrats, c'est difficile de faire des mouvements et tout. Le mec que tu pourrais potentiellement trade, c'est Joe Harris, mais le problème c'est qu'il est encore blessé à la cheville. Donc t'as une équipe quand même des Nets qui est pas éternelle. KD c'est le seul qui est signé à long terme. Harden peut opt-out à la fin de la saison. Kyrie pareil, même Kyrie je crois que c'est encore plus compliqué. Je sais pas si c'est lié aux histoires de vaccins ou quoi, mais il me semble même qu'il pourrait être free agent là à la fin de la saison. Je rappelle quand même que Kenny Atkinson avait été viré après 62 matchs sans avoir eu la chance de coacher KD, alors que c'est pourtant lui qui avait installé quand même une certaine culture à Brooklyn et qui avait quand même construit l'avant Big Three là, l'avant projet KD. Il a été tège vraiment au bout de 62 matchs et voilà. L'année dernière,
Harden s'était blessé en fin de saison, Kyrie s'était blessé pendant les playoffs. Cette année, Kyrie rejoue à peine et Harden est, comme je le disais, vraiment loin de ses standards. On est sur la 3e année donc du projet KD. Parce que c'est quand même le projet autour de KD, c'est sa franchise, c'est son équipe. Et voilà, comme je le disais, on n'a jamais vu le potentiel du Big Three. Et donc, le problème, c'est qu'avec si peu de profondeur, déjà, ça va être difficile en cas de non-performance de reprocher quoi que ce soit au bench. Parce que c'est pas une équipe ultra profonde, c'est quand même une de ces équipes qui est construite autour de 3 superstars. Et le reste, on bricole, en gros. Et donc voilà, et le truc c'est que quand on a eu l'infime chance de voir les 3 jouer ensemble, je veux dire, on parle d'une équipe, ils ont quand même presque battu les Bucks sur un Game 7 juste avec KD. Donc si les 3 sont réunis, qu'est-ce que ça peut donner ? C'est quand même, on peut se poser aussi ce genre de questions. Donc la question aussi c'est, est-ce qu'ils peuvent le refaire cette année ? Est-ce que même avec Kyrie à mi-temps, est-ce qu'ils peuvent le refaire ? Moi, je vous donne tout de suite ma réponse, oui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou sur Twitter, etc. Moi, je pense vraiment que c'est oui. Dans le sens où, quand on a vu ce qu'ils ont fait l'année dernière, en comptant vraiment exclusivement sur KD, parce que les autres étaient un peu blessés et tout, s'ils battent les Bucks, qu'est-ce qui se passe derrière ? Je pense qu'Atlanta, quoi qu'il arrive, ça se faisait fumer. Et derrière, t'avais toutes tes chances contre les Suns. Donc on va pas refaire l'histoire, mais ce que je veux dire par là, c'est que on espère qu'il y aura pas trop de blessures, parce qu'on a envie de voir les équipes à 100%. Et même avec un Kyrie à mi-temps, en fait, ça peut être du très très sale. Donc voilà, je voulais parler aussi de ces différents petits points. Maintenant, il y a aussi un truc que je me suis noté, c'est que pour gagner un titre, c'est extrêmement difficile de gagner un titre sans rebond, sans défense à l'intérieur et sans faire de stop défensif. Je veux bien là qu'on se refasse la liste, chacun de notre côté, qu'on se fasse la liste des équipes championnes, qu'on aille voir à chaque fois où est-ce qu'ils sont en termes de rating défensif sur ces saisons-là. Bon, je pense que Milwaukee l'année dernière, ça défend pas mal. Je pense qu'avant les Lakers, ça défend aussi pas mal. Toronto, pareil, etc., etc., etc. Les Warriors, peut-être les Cavs, mais il me semble que les Cavs en 2016, c'était pas non plus dégueulasse comme peuvent l'être les Nets. Je vais vous donner d'ailleurs par curiosité le rating défensif des Nets. Def rating, boom, Nets. Déjà faut scroll. Un petit coup de contrôle F. Ils sont 14e. Donc voilà, ils sont quand même average. Donc c'est pas non plus si catastrophique que ça. Et en attaque, t'es 8e. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus flamboyant, quoi. Donc voilà, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un peu de la situation, comment vous voyez le truc du côté des Nets. Est-ce que vous êtes plutôt de la team non mais mec, ils ont 3 individualités, ils sont juste trop forts, c'est impossible qu'ils perdent, c'est impossible qu'ils se fassent fumer tôt dans la saison, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt de la team c'est quand même dur, t'as pas de continuité, t'as des problèmes de blessures, t'as Kyrie qui est à mi-temps, etc., etc. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, donc que ce soit sur Twitter ou dans les commentaires sous cette vidéo, venez nous en parler. Je remets une fois les liens juste en dessous. Il y a un dernier point que j'aimerais évoquer avant de fermer cette vidéo, c'est a priori là les Nets vont avoir l'avantage du terrain. En tout cas ils sont partis pour. Comment tu fais en cas de Game 7 à domicile où tu peux pas compter sur Kyrie Irving, genre un Game 7 là encore de finale de conf ou de demi-finale de conf contre une top team et que tu peux pas compter sur les Bucks, sur Kyrie pardon. Comment tu fais ? C'est vraiment très compliqué et ça. Moi je pense quand même que cette histoire de Kyrie à mi-temps, c'est bien pour de la saison régulière, mais quand il s'agit de playoffs, et j'en ai déjà parlé il y a 2 semaines. Faut faire plus de rotation, ça demande beaucoup plus de boulot pour tout le monde, pour en plus des ajustements par rapport à l'équipe d'en face. Un match, tous les 2 matchs, t'es obligé de t'ajuster par rapport à ton équipe, à toi et tout. Moi, c'est là-dessus que j'ai des vraies craintes.
J'ai pas de crainte sur l'avantage du terrain, j'ai pas de crainte sur la saison régulière, etc. J'ai des vraies craintes sur ce qui va se passer une fois le 14 ou 16 avril, je sais plus, date de début des playoffs. Et c'est là que je pense qu'il y a moyen que ça commence à grincer des dents du côté de Brooklyn, tout simplement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est toujours cool d'échanger un peu, d'avoir vos avis, que ce soit quand on vous pose des questions ou vraiment on vous demande des réponses, etc. Ou que ce soit sur des simples sondages comme celui qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux les amis, faites un petit tour sur le site si vous kiffez lire des articles parce qu'il y a vraiment du très très bon matos, de la très bonne cam sur le site l'analyste.fr. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rendez-vous là dans les prochains jours pour une table de marque, ça fait plaisir, c'est le retour de la TDM. On va avoir Lucas Nico, pour ceux qui connaissent Lucas Nico, on va lui faire une interview, c'est une des voix de la LNB, présentateur du coup qui commande certains matchs de la LNB, qui fait vraiment plein de choses, vous allez voir, vous verrez ça plus en détail dans la table de marque, dans l'interview, mais le mec c'est vraiment une machine, ça a été un plaisir de tourner avec lui, comme d'habitude les petits classiques, il y aura du starting five, il y aura du gros débat, et voilà, comme d'habitude les amis, on va se régaler. En tout cas moi, ce qui est sûr, c'est que je me suis régalé à vous présenter ce nouveau Drive and Kick, ce nouvel épisode de Drive and Kick. Si vous avez kiffé, c'est archi important, n'hésitez pas à mettre un like, que ce soit sur YouTube ou des 5 étoiles sur Spotify ou etc. Là où vous pouvez mettre une note, n'hésitez pas à le faire si vous aimez. Et même si vous aimez pas, hein, même si c'est un dislike ou une étoile sur 5 sur Spotify, c'est important aussi parce que ça nous aide à nous améliorer, ça nous aide à savoir voilà, qu'est-ce qui marche pas, etc. Donc vraiment, on a besoin un peu de ce feedback au-delà de juste, voilà, ça nous aide à progresser et tout. Enfin, je veux dire en termes de pure augmentation de chiffres, ça nous aide vraiment à savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, comment on pourrait faire pour proposer voilà, des programmes de meilleure qualité, etc. Donc n'hésitez pas. Et voilà, comme d'habitude, si vous voulez dialoguer ou quoi, ça se passe dans les commentaires et sur TweetWee. Les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Drive and Kick. Avec vous, c'était Olgado Hugo. Peace.